Bonjour, suite du cartographe des Indes boréales. Chapitre 58. En des temps troubles comme les nôtres. Isco arriva au palais de Frédéric Ekeblad en même temps que le pasteur Karl Pontanus. Léna, qui accompagnait son mari, s'intercala entre eux sur les derniers pas. Elle n'aimait pas le pasteur, Isco en était sûr. Ils marchaient côte à côte, le petit doigt gauche d'Isco effleura la main de Léna. Au balancement suivant, ce fut elle qui chercha le contact. Frédéric les attendait sur le perron. Sa fière silhouette s'était avachie, souvenir d'une vieille blessure qui, avec les années, réclamait son dû, comme il disait. Une semaine était passée depuis la séance au tribunal. Le verdict était l'objet de toutes les discussions en ville. « Allons, commença Frédéric en prenant le pasteur Pontanus par le bras. Ne faites pas cette tête. Semant sans sentir, par la bonté de notre future reine et de quelques autres esprits naïfs. Mais c'est votre ligne qui vaincra, Karl, j'en suis sûr. » Pendant que Frédéric accueillait son gendre, Isco et Léna restaient l'un en face de l'autre, s'observant, se contentant de ce trouble volé au nez des autres. « Restez ferme, continua Frédéric, oubliez votre amour-propre, comme vous l'avez toujours fait. » Karl Pontanus fusilla son beau-père du regard. Il ne desserrait pas les dents, digérant mal le verdict tombé, qui ne faisait qu'obliger l'accusé à fréquenter le temple. On a demandé l'avis de l'évêque de Strängnäs et de ce vieux croulant de Benedicti. Pourtant, d'après ce qu'on m'a dit, ils ont conseillé la peine de mort. Sans y mettre assez de cœur, Pontanus essayait de garder son calme, il bouillonnait. Ils ont donné eux-mêmes des arguments à notre souveraine pour adoucir le jugement des pleutres. Allons, Karl, entrez, ne dites pas des choses comme ça à tout vent. Mais Pontanus ne se calmait pas. Et quels arguments? Prétendre qu'on ne peut punir de mort un idolâtre au prétexte qu'il y a trop d'idolâtres. Quelle perversion du jugement! Karl, reprenez-vous. Pontanus n'écoutait plus, ruminant sa déception. Ceux qui vénèrent plusieurs dieux, ceux qui se laissent détourner de la foi vraie par des soi-disant saints, ceux qui s'en remettent au diable pour tout, à l'alcool, à la goinfrerie. Comme si on ne pouvait pas tous les éliminer, tous ces mécréants, ces catholiques, ces hérétiques. Vous pensiez à moi, l'interrompit Isco. Pontanus planta ses yeux dans ceux du basque. Isco ne scia pas. Vous êtes aveuglé par votre haine. Vous vous accordez trop d'importance, monsieur le Français. Vous êtes aveuglé par l'ignorance de ce qui se joue. Contentez-vous de faire le cartographe. Et gardez vos doigts sur vos instruments. Isco allait répondre quand Frédéric s'interposa. Notre Christ promet le salut aux âmes égarées. Gageons que ce Manson trouvera la voie de la rédemption par la grâce de notre future reine. Il la trouverait plus vite encore en expiant ses péchés sur le bûcher, siffla le pasteur. Pontanus respira un grand coup. Mais je m'emporte, ajouta-t-il sur un ton sirupeux. Nous nous devons d'accueillir les âmes égarées, avec un même élan du cœur, fussent-elles catholiques. Après les éructations de Pontanus, les victuailles et le vin d'Espagne eurent un goût amer. Pontanus y toucha à peine. Isco se demandait pourquoi Frédéric prenait encore le risque de les inviter ensemble. Comme si cela ne suffisait pas, Pontanus explosa de nouveau en fin de repas, comme s'il n'en pouvait plus de se retenir. Sa Majesté Christina a signé une lettre demandant l'envoi d'un pasteur de Laponie à Uppsala, soi-disant pour le ressourcer, alors que j'avais expressément réclamé de l'envoyer à Nassauvel pour qu'il expie ses fautes et renoue avec le dépouillement qui sied à une âme troublée. Se ressourcer, je le connais, hélas, porté sur l'eau de vie et le stupre. Vous mettriez en joute
Pardon, vous mettriez en doute le jugement de notre souveraine, répliqua Isco. Elle prouve au contraire qu'elle maîtrise parfaitement les enjeux à long terme de cette mission en Laponie. Vous, tous ces étrangers qui traînent autour de notre souveraine, faussent son jugement. Frédéric afficha une mine embarrassée. Léna adressa un discret sourire à Isco. Depuis le début de la soirée, elle n'avait pas ouvert la bouche. Léna jouait son rôle d'épouse modèle et résignée, mais son attitude indiquait mieux que tous les discours la réserve qu'elle éprouvait envers son mari. Lorsque le pasteur Pontanus et Léna furent repartis, Frédéric s'affaissa dans un fauteuil de sa bibliothèque. Il offrit une pipe à Isco, et les deux hommes restèrent un moment en silence, à goûter le tabac, en sirotant une liqueur de mûre que le conseiller n'osait plus sortir en présence du pasteur. Isco songeait à l'emprise que Pontanus exerçait sur la famille de Frédéric. Nicolaes Colvert, en son temps, l'avait prévenu de la montée en puissance du jeune ecclésiastique. Quand je vois la place de premier plan que votre gendre gagne à Stockholm, je me dis que la présence supposée de sorciers et de magiciens est une bénédiction. Frédéric expira longuement la fumée de sa pipe, en jetant un regard de reproche à Isco. Je sais que lui et toi, vous ne vous entendez pas. Et je sais aussi que ce n'est pas seulement à cause de vos différences de croyances. Pensait-il à Léna, Isco jugea préférable de ne pas s'engager sur ce terrain. Pourquoi m'invitez-vous en sa présence ? Frédéric prit son temps avec sa pipe, regard vague. Eh bien, considère que je paye ma dette à ton père. Vous l'avez payé de longue date, vos affaires en commun lui ont apporté la richesse. Et il a contribué à la mienne, mais c'est autre chose. Ton père est un homme d'honneur, dans un monde qui en compte peu. Oh, bien sûr, nous sommes entourés de gens qui considèrent en être, mais toi-même, tu as pu réaliser combien l'appât du gain écrasait bien des belles consciences. À toi que je considère comme mon fils. Je peux avouer que cette proximité avec Pasquale m'a valu et me vaut encore des désagréments. Tu connais suffisamment ce pays pour savoir comment les catholiques sont considérés, et comment cela empire. Vous avez parlé de sorcellerie avec mon père ? Frédéric le regarda avec un air étonné. Pasquale vous avait raconté que la sorcellerie avait frappé ailleurs qu'en Suède ? Ce sont vos mots. Vous en parliez pour convaincre Anna du sérieux de cette menace. Frédéric hocha la tête, exhalant la fumée qu'il regarda monter. Oui, il m'en a parlé. Ton pays a été touché par ces drames. Que vous a-t-il rapporté ? Bien des familles ont été frappées. Un vaste procès avait eu lieu. Des dizaines ou des centaines de femmes, je ne me souviens plus, étaient jugées pour sorcellerie. Les marins étaient rentrés de la chasse à la baleine à temps pour empêcher bien des morts, mais pas toutes. La folie avait saisi la région. Vous ne croyez pas à la sorcellerie ? J'y crois, bien sûr, mais malheureusement certains s'en servent pour manipuler des âmes simples, et il n'est pas toujours aisé de délier le vrai du faux. Et mon père vous a-t-il dit quoi que ce soit à propos de ma mère ? Frédéric regarda Isco avec un air plus attentif. Personne n'est à l'abri des médisances en ces temps troubles comme les nôtres. Vous voulez dire que ma mère avait subi de telles accusations ? Par le Christ, jamais ton père n'a prononcé de telles horreurs. Comment peux-tu même rien oublier tout cela ? Isco se leva, il reposa sa pipe. Ivar Krug, le connaissez-vous ? Frédéric secoua la tête. C'est un homme que j'ai vu dans votre maison. Frédéric fit une moue. J'ouvre ma porte à bien des gens. Une connaissance de l'évêque Lenneus. Il aurait été sur le Vasa. Frédéric haussa les épaules. Isco se surprit à douter un instant de la franchise du Suédois. Groupe, essayez de vous rappeler, une silhouette massive, une bouche de travers. Pourquoi est-il si important pour toi ? Frédéric évitait de répondre.
Et pour Isco, ce n'était pas bon signe. Voilà, fin du chapitre. Bonsoir.